Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Dans le cadre de ce podcast Women on Board, on reçoit des personnalités qui nous parlent de l'importance de la parité dans la volonté de pouvoir avoir plus d'égalité dans les boards. Et aujourd'hui, mon invitée est membre honoraire du Parlement député de 1998 à 2017. Elle est actuellement conseillère départementale du département de la Moselle. Et durant sa carrière parlementaire, elle a été présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de l'Assemblée nationale entre 2002 et 2012. Elle a été rapporteure de l'Observatoire de la parité, observatoire qui a précédé le Haut Conseil à égalité. De 2002 à 2009, j'ai le grand honneur de recevoir Marie-Jo Zimmermann. Bonjour madame. Bonjour, quelle grande chance de vous avoir aujourd'hui dans ce podcast. Alors on va commencer bien sûr immédiatement avec la loi, puisque c'est grâce à vous aujourd'hui, et grâce à la loi Copé-Zimmermann, qu'on a réussi à pouvoir être les premiers d'Europe à avoir autant d'égalité dans les boards. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le contexte de cette loi ? Alors le contexte, très rapidement, en 2006, lorsque Nicole Amine fait voter une loi sur l'égalité professionnelle, je dépose 3 amendements. Un premier sur la présence de femmes dans les conseils d'administration, 20% de femmes dans les conseils d'administration, 20% de femmes dans les organisations syndicales et 20% de femmes sur les listes au prud'homme, pour l'élection au prud'homme. Malheureusement, ces articles sont rejetés par le Conseil constitutionnel au motif qu'il n'y a pas de base constitutionnelle. Donc en 2008, là déjà, grâce à Jean-François Copé, je rentre dans la Constitution pour transformer l'article 3 qui dit aujourd'hui la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, aux fonctions électives, aux responsabilités professionnelles et sociales. Et à partir de là, j'ai, avec l'aval de mon président de groupe, qui était Jean-François Copé, j'ai écrit cette loi qui demandait non plus 20%, mais 40%. C'est le moment où la Norvège avait légiféré en 2009 sur les 40% dans les conseils d'administration, et j'avais eu la chance de rencontrer le ministre qui avait légiféré et qui avait proposé cette loi, plus exactement, et m'avait expliqué, il m'avait dit, vous savez, j'ai considéré, c'était un chef d'entreprise, j'ai considéré que les femmes représentent 52% de la population et il était totalement anormal que dans le conseil d'administration, qui est le cœur battant d'une entreprise, on n'ait pas un pourcentage suffisamment important de femmes qui participent à la prise de décision, qui participent à l'évolution de la vie de ces entreprises. Et lui avait fait légiférer la Norvège, et c'est sur ce modèle qu'on a légiféré en France en 2011. Alors expliquez-nous, est-ce que ça a été difficile ? Comment vous avez travaillé en termes de tandem avec Jean-François Copé ? C'est un peu un rêve d'avoir quand même une loi sur la parité qui est proposée par un homme et une femme. C'est vrai qu'on a bien l'impression que ce que vous avez essayé de faire, ça a été aussi une sorte de modèle de vivre ensemble, qu'il ne s'agissait pas d'une question de genre, mais au contraire une vraie question d'équilibre de société. Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé de la manière suivante, c'est qu'en revenant de Norvège,
Donc, j'explique à Jean-François Copé, qui était donc mon président de groupe parlementaire, que il serait peut-être intéressant, comme aujourd'hui dans la loi Ameline, on avait rejeté ces amendements, de travailler sur la représentation des femmes dans les conseils d'administration. Et bon, lui a tout de suite pris l'idée en me demandant d'écrire cette loi. Et je l'écris. Et très rapidement, elle passe à l'Assemblée nationale. Ensuite, il a fallu attendre, je dirais, un certain temps pour qu'elle passe au Sénat, parce que le président du groupe UMP à l'époque, qui s'appelait Gérard Longuet, était pas très favorable à la faire passer. Et là aussi, c'est grâce à Jean-François Copé que cette loi passe, parce que bon, il y a eu un petit chantage, hein, voilà, comme ça se passe entre les deux assemblées. Je prends la loi, la proposition de loi qui est travaillée au Sénat. En échange, je souhaite que la proposition de loi Copé-Zimmermann soit prise au Sénat. Elle a été prise au Sénat, elle est revenue à l'Assemblée et elle est passée. Et à partir de là, je dirais que dans un contexte qui n'était pas facile, parce que je dirais que à la fois les politiques, mais également les entreprises n'étaient absolument pas préparées à accueillir des femmes, et tous les arguments ont été bons. Elles n'ont pas de compétences, elles n'ont pas les diplômes suffisants qui pourraient leur permettre d'avoir des idées au conseil d'administration. J'ai tout entendu. Et je n'ai jamais calé. Jean-François Copé n'a jamais calé. Et partant de là, dès le vote de la loi, très rapidement, disons qu'on a, grâce à tout le relationnel de l'ensemble de mes collègues parlementaires qui ont joué le jeu, on a réussi à faire passer cette idée que les femmes ne viennent pas déranger un conseil d'administration, les femmes viennent donner leur avis, et je dirais cette complémentarité a permis aujourd'hui que de nombreux chefs d'entreprise me disent, mais vous savez, aujourd'hui, le conseil d'administration a complètement changé de fonctionnement. C'est-à-dire que très souvent, avant la loi Copé-Zimmermann, le conseil d'administration, c'était très souvent une chambre d'enregistrement. Et ils arrivaient au conseil d'administration, certains avaient lu leur rapport, d'autres pas. Et voilà, c'était ça se passait, c'était un entre-soi. Alors que les femmes ont une, je dirais, disons, euh, cette envie de s'investir, et de s'investir en préparant le conseil d'administration. Elles lisent leurs rapports, elles ont des questions à poser sur les rapports, elles ont des explications à demander. Et d'ailleurs, il y a un des articles auxquels je tenais beaucoup, 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 c'est tous les ans dans les conseils d'administration que on choisit de faire un rapport sur la politique d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Et c'est un des points, je dirais, où ça a été le plus dur à appliquer, parce que tout le reste, sur la gestion de l'entreprise, sur les lignes à suivre pour l'entreprise, je dirais que cette complémentarité, très souvent, a amélioré le climat, amélioré la façon de travailler dans l'entreprise. La politique d'égalité, ça a été un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles celles qui m'ont suivi, notamment Marie-Pierre Rixin, a souhaité légiférer sur les CODIR et les COMEX, ce que je n'avais pas souhaité faire. À l'époque, je pensais que le conseil d'administration, grâce à l'article 8 sur le rapport annuel sur la politique d'égalité, pourrait permettre aux membres du conseil d'administration d'avoir une lisibilité
sur la politique d'égalité, sur les carrières des femmes et des hommes. Et malheureusement, je dirais que le résultat n'était pas probant, voilà. Et Marie-Pierre Rixain a souhaité légiférer. Et je dirais que autant le conseil d'administration, c'est, disons, une instance où on peut, où le législateur peut venir apporter, je dirais, une amélioration. Autant les CODIR et les COMEX, c'est, disons, la vie interne de l'entreprise, et c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc moi, j'attends avec beaucoup d'impatience l'évolution de cette loi, et je souhaite vraiment qu'on arrive à avoir dans ces CODIR et dans ces COMEX non seulement des femmes venant d'autres entreprises, parce que c'est pas évident d'en avoir 40%, mais que ce soit également les femmes qui ont fait leur carrière dans l'entreprise, qui arrivent dans le CODIR ou dans le COMEX, et qui participent au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, on voit que la France a un très bon niveau à partir de l'égalité dans les boards, mais c'est surtout les entreprises cotées, hein. Les autres entreprises ont encore beaucoup de travail à faire. Ce qui est assez compliqué pour les femmes, c'est de savoir comment s'y prendre pour pouvoir postuler en fait à des boards qui restent encore quelque chose de très opaque. Est-ce que vous pensez qu'on devrait en fait faire des appels d'offres transparents pour essayer d'enlever l'opacité de la cooptation dans les boards des entreprises aujourd'hui? Alors, il y a deux difficultés. Première difficulté, c'est que malheureusement, on en est encore aujourd'hui. Alors, ça s'atténue, mais on en est encore aujourd'hui à dire euh, on ne trouve pas les compétences, les femmes n'ont pas les compétences suffisantes. Mais je dirais que là, franchement, ça évolue parce que je disais toujours que, si vous voulez, entre le moment où on passe de la prise de conscience que la présence des femmes n'est pas un obstacle, et non seulement pas un obstacle, mais est une chance, et je dirais la mise en œuvre, il y a tout un processus qui se fait, et je suis peut-être moins pessimiste que vous, parce que aujourd'hui, disons, il y a des femmes, parce que bon, il ne faut pas se cacher la vérité non plus, hein. Le deuxième point, c'est que malheureusement, c'est pas forcément les femmes qui encouragent les femmes. Oui, ça c'est parfaitement vrai. Ah ben non, mais attendez, alors là, de toute manière, je crois que là-dessus, il faut appeler un chat un chat, il faut être très clair. Et la compétition, elle est autant présente dans le milieu masculin que dans le milieu féminin. Bon, donc au moins là, on est à égalité pratiquement. Et je dirais que vous avez aujourd'hui des instances où on recherche des profils de femmes pour rentrer dans les boards. D'ailleurs, l'ancienne ministre Marlène Schiappa a créé une instance où un des objectifs, c'est d'encourager les femmes, de trouver des femmes, et je peux vous assurer, pour travailler à ses côtés aujourd'hui, que les femmes existent, les femmes sont prêtes à rentrer dans ces bornes, et je dirais, il suffit de quelque part leur donner un coup d'accélérateur, et moi je suis relativement confiante. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui dans les boards montre bien que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une question qu'on aborde, je dirais, plus librement, qu'on aborde, disons, avec un petit peu plus de respect. Parce que à l'époque, en 2011, faire rentrer des femmes dans les conseils d'administration, c'était pas évident.
parce que on trouvait toutes les excuses pour dire mais écoutez on peut pas remplacer un homme par une femme, c'est pas possible. Enfin, je me souviens quand certains PDG me disaient mais écoutez Madame la députée vous êtes gentille, mais enfin bon moi je vais pas mettre ces hommes à la porte alors que bon je connais pas cette femme, je sais pas si elle a des compétences, je sais pas si elle est capable de suivre un conseil d'administration. Et alors moi je lui dis toujours mais vous savez quand vous avez des femmes qui sortent dans la botte de leur école, et très souvent, je mettais en avant les femmes qui, enfin, on peut pas les contester à un moment donné quand on est X-Min, qu'on soit X-Min homme ou X-Min femme. Excusez-moi, mais on a eu un parcours d'études qui est similaire et on n'a sûrement pas eu d'avantage. Donc, je me souviens avoir expliqué à certains PDG, mais vous savez, une femme qui est ex-mine, je vous assure qu'on lui a pas offert son diplôme. Elle a, elle a réussi toutes les épreuves qu'on lui a demandé de passer. Donc, et d'ailleurs, c'est une des difficultés aujourd'hui, si vous voulez, qu'on peut rencontrer, notamment dans certaines branches scientifiques, c'est que les femmes vous en trouvez. Alors, dans les branches scientifiques, vous avez aujourd'hui, et vous regardez dans les revues ou même dans les journaux, dans les hebdomadaires, dans les quotidiens, des articles aujourd'hui qui se posent des questions, notamment sur Polytechnique, où vous avez moins de filles. Et dans des écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, moi je vois à Metz, il y a l'ENSAM, et mon souci a toujours été de voir le nombre de filles à l'ENSAM. Et quand elles faisaient leur journée d'intégration, elles faisaient la journée d'intégration dans mon ancienne circonscription. Et alors, au lieu de faire des journées comme on les a vues malheureusement, là, ils restauraient une ancienne abbaye. Et je peux vous assurer que les filles qui étaient là, sur une promo de 50, 60, il y avait peut-être une dizaine de filles, mais je veux vous dire qu'elles étaient tout aussi efficaces que les garçons. Et je prouvais toujours que euh, une femme, euh, disons que il y a pas de différence. Et la réflexion qu'elle peut apporter dans une entreprise est tout aussi riche que la réflexion d'un X-Min ou bien d'un X-Pont ou bien quelqu'un qui sort de l'ENSAM, de Centrale. Je crois, si vous voulez, que euh, il y a eu de ce côté-là une évolution. Alors, il y a également un point que vous avez évoqué, ce sont les entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Alors, euh, je dirais que la richesse de cette loi, c'est qu'en fait, elle prenait en compte le CAC 40 et le SBF 120. Et aujourd'hui, cette loi a intégré les autres entreprises, notamment les entreprises familiales. Vous avez par exemple la FEP, qui, alors au départ, j'avais beaucoup de dialogues avec eux à l'époque, et ils me disaient, mais de toute manière, vous savez, on n'a pas besoin de loi. Ben, moi, je leur disais, écoutez, bon, ça fait des décennies qu'on n'a pas eu de loi et ça n'a pas évolué. La preuve, c'est que quand on a, si vous voulez, un essai de loi en 2006, on était à 9% au dégringole quand les articles ont été rejetés. Donc, si vous voulez, il y a, la loi n'est pas là pour, je dirais, faire obstacle, mais au contraire, faire obstacle notamment à la bonne marche d'un conseil d'administration. Elle est là, au contraire, pour l'améliorer, pour l'enrichir. Et aujourd'hui, même les entreprises qui ne sont pas dans le CAC 40, qui ne sont pas dans le SBF 120, ont le souci d'intégrer des femmes dans leur conseil d'administration. Et c'est là où, alors c'est un mot qui est à la mode, il y a une espèce de ruissellement qui se fait, et parce que je l'observe, grâce à tous les liens que j'ai gardés avec toutes les personnes qui ont eu un rôle déterminant
dans l'application de la loi, parce que régulièrement, par exemple, Floriane de Saint-Pierre, qui est à la tête d'Éthique et Board, me donnait je dirais des statistiques chiffrées. Guy Lepéchon me donnait des statistiques chiffrées. Donc, si vous voulez, je ne travaillais jamais sur de l'à peu près. Je travaillais sur des statistiques et avec des conclusions sur le travail qui était fait dans les conseils d'administration, et ça me permettait je dirais de diffuser cette information. Et aujourd'hui, vous avez, notamment dans les sociétés familiales, des grands groupes, vous avez aujourd'hui la présence de femmes dans les conseils d'administration, et ils sont extrêmement, extrêmement, je dirais, heureux d'avoir intégré des femmes. Alors, on voit les quotas de la loi Rixain toucher toutes les entreprises en termes de COMEX et de dirigeance. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, avec 4 femmes à la tête du CAC 40, on va y arriver en 2026 ? À 40%? Alors, on ne peut y arriver que s'il y a un contrôle de la loi. Vous savez, moi je disais toujours, il n'y a rien de plus désagréable pour un parlementaire que de voir qu'une loi n'est pas appliquée. Et Dieu sait si en France, on a beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées. Et à l'époque, et Jean-Louis Debré et Bernard Accoyer, qui était président de l'Assemblée nationale, avaient créé des groupes, un groupe entre les présidents de commission, entre les présidents de groupes parlementaires, et on avait régulièrement des suivis de lois. Et je pense que si la loi Rixain, notamment, n'est pas suivie, alors personnellement, les dates demandées, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas long, hein. Moi, personnellement, je conseillerais à Marie-Pierre Rixain 2 fois par an de faire une conférence de presse avec un bilan des entreprises, avec un bilan des CODIR et des COMEX, pour voir où en est l'application de la loi. Sans ça, c'est pas possible. Et mais ça veut dire que il faut avoir à ses côtés des gens qui ont l'œil sur l'entreprise, non pas de façon malsaine, hein, bien au contraire, mais qui arrivent à démontrer que d'avoir, je dirais, une proportion de femmes suffisante dans les CODIR et les COMEX, c'est une richesse pour l'entreprise. Donc de faire un peu ce que vous aviez fait au niveau du suivi de la loi Copé-Zimmermann. Ah mais de toute manière, vous savez, il y a pas de mystère. Si vous ne suivez pas un suivi de vos lois, ben on les oublie, hein, on les oublie. Parce qu'à l'époque, bon, moi j'avais souhaité que notamment entre les délégués aux droits des femmes, entre les inspecteurs du travail, il y ait, si vous voulez, un regard sur le suivi des lois. Alors, bien entendu, je dirais qu'ils avaient peut-être autre chose à faire, ce que je conçois. Par contre, j'ai toujours été convaincue que une femme dans un endroit où elle a des responsabilités, elle fait évoluer les choses. Et c'est bon pour l'ensemble de la société. Et ça, je pense que pour faire avancer toutes les lois sur l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut vraiment avoir un réel suivi des lois. Alors parlez-nous des régulateurs. Est-ce que vous avez mis au tout début des amendes et quel type d'entreprises ont eu des amendes pendant la période de la mise en place de la loi Copé-Zimmermann ? Aucune. Aucune, parce que, si vous voulez, et non pas parce que j'avais envie de cacher quoi que ce soit, hein, parce que au moment de la loi Copé-Zimmermann, je peux vous assurer que tous les ans, j'avais ce point
sur les entreprises du CAC 40, sur les entreprises de 500 salariés, plus de 50 salariés, pardon, et 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez, j'avais un œil sur l'évolution du nombre de femmes. Donc, aucune n'a jamais eu une amende. Jamais. Donc, je crois, si vous voulez, que j'ai toujours été, avant d'être parlementaire, j'étais enseignante. J'ai toujours été pour l'encouragement, beaucoup plus que pour la punition. Et en démontrant que la présence des femmes n'est absolument pas un obstacle. La présence des femmes est une richesse. Et d'ailleurs, mon plus grand bonheur aujourd'hui, c'est quand certains chefs d'entreprise qui étaient très réticents, mais très réticents, me disent, vous savez, on vous en a voulu, parce que vraiment, c'était non, mais c'était inhumain de demander ce que vous avez demandé. Parce que on est en 2011 où je dirais que on n'est pas dans cette ambiance d'égalité entre les femmes et les hommes. Et si vous voulez, il a fallu vraiment que, je dirais, on ait un don de conviction. Et la chance que j'ai eue, et je n'arrête pas de le dire, c'est que mon président de groupe, Jean-François Copé, avait la conviction que dans toute grande action, je dirais la présence des femmes était nécessaire. Et il y avait, si vous voulez, une complicité entre lui et moi qui permettait, je dirais, de faire avancer même tout le groupe parlementaire. Et je dirais, sans jamais, si vous voulez, imposer, mais toujours en faisant de la pédagogie. Et c'est, je crois, si vous voulez, une des raisons pour lesquelles la loi Copé-Zimmermann a bien fonctionné. Quel est le conseil que vous voudriez donner aux femmes pour pouvoir accéder au board et aux hommes pour laisser la place aux femmes? Alors moi, je crois qu'il y a un premier conseil aux femmes, c'est de ne jamais renoncer, d'avoir de l'ambition, parce qu'elles sont en droit d'avoir de l'ambition. Vous savez, dans l'évolution de la loi, j'ai rencontré beaucoup de femmes brillantes. J'ai rencontré beaucoup de femmes extrêmement compétentes, mais avec une humilité lorsque on les abordait que beaucoup d'hommes n'ont pas. Et je dirais que une femme doit alors être convaincue de ses compétences, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident parce qu'elle est très complexée très souvent. Et alors, ce qui me rassure, c'est que la jeune génération est peut-être plus convaincue des compétences qu'elle peut avoir. Mais alors, il y a aussi un obstacle, hein, c'est que entre 30 et 40 ans, les femmes ont envie de créer une famille. Et je pense qu'il ne faut pas que ce soit un obstacle. D'ailleurs, dans la loi Ameline, on avait déjà introduit le fait que quand une femme revient du congé de maternité, on doit la remettre au même endroit et toutes les évolutions qui ont eu lieu dans son équipe ou bien dans son groupe de travail, elle doit les avoir eues de la même façon. Et malheureusement, là aussi, moi je vois encore aujourd'hui des femmes qui n'ont pas ont travaillé dans des entreprises qui n'ont pas respecté la loi. C'est ça le problème. C'est que les textes existent, on essaye et il faut qu'une femme fasse peut-être un travail supplémentaire parce que il faut qu'elle ait la capacité de dire
mais attendez, je reviens de mon congé de maternité, il ne s'agit pas de me mettre au fond de la salle, hein. Je veux retrouver ma place. Et le conseil que je donne aux femmes, moi, très souvent, c'est lorsque notamment elles sont dans un moment où elles sont embauchées, il faut peut-être ne jamais caler sur, je dirais, les propositions de rémunération. Et d'ailleurs, l'Europe, là-dessus, et alors là, je dirais qu'elle n'a pas que des qualités, hein, les directives n'ont pas que des qualités, simplement celle-là, sur la transparence, elle est extrêmement importante et il faut que les femmes s'en servent. Parce que je me souviens, Margaret Marouani, quand on évoquait ces sujets d'égalité, elle me disait toujours, mais vous savez, Marie-Jo, je vais vous dire, le jour où on va faire de la transparence, on va changer les fiches de poste. Qu'est-ce qui arrive? Et c'est pour ça que vous savez, il faut qu'une femme, parce que à l'époque, en 2008, 2009, 2010, quand je rencontrais les femmes et que j'allais au devant des femmes qui désiraient rentrer dans les conseils d'administration et qui désiraient faire carrière dans l'entreprise dans laquelle elles étaient, moi je leur disais toujours, au moment de l'embauche, avez-vous simplement demandé à poste égal, est-ce qu'il y a salaire égal? Il faut, je crois que c'est nécessaire de le savoir. Et vous savez, moi j'avais à l'époque des exemples, mais alors flagrants, et en plus dans des entreprises publiques, quand un homme et une femme se présentaient avec alors les mêmes diplômes, avaient jusqu'à 10-15% d'écart. Et ça, c'est pas normal, c'est pas tolérable. Et très souvent, quand on l'évoquait, parce qu'il m'arrivait de rencontrer les femmes dans les grandes écoles, je leur disais, vous êtes en droit de demander la rémunération, et la directive européenne aujourd'hui, elle permet aujourd'hui d'être peut-être encore plus transparent, mais je vous dis, je dirais la crainte que j'ai, c'est aujourd'hui le changement de fiche de poste. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles moi j'avais été très favorable à la loi de Catherine Génisson en 2001, parce qu'elle avait ce qu'on appelait le rapport de situation comparé. Et on voyait, on avait une lisibilité sur l'évolution de la carrière des femmes et de la carrière des hommes au moment de l'embauche. On voyait les formations qu'on leur proposait. On voyait également vie privée, vie professionnelle. On voyait la façon dont, lorsqu'elles avaient décidé de fonder une famille, il y avait, je dirais, un décalage entre les hommes et les femmes. Et à ce moment-là, on avait la possibilité au niveau de l'entreprise de recaler un petit peu. Marie-Jo Zimmermann, alors pour les hommes, qu'est-ce que vous auriez comme conseil aux hommes pour laisser la place aux femmes dans les boards? Alors, c'est pas laisser la place, c'est avoir un partage équitable. Je dirais que une femme ne vient pas prendre la place, mais elle vient ajouter des compétences supplémentaires au board. Et si vous voulez, on reste pas indéfiniment dans un board. Bon, quelque part, je dirais que un board où il y a une parité, où il y a 40% de femmes, c'est pas forcément mettre un homme à la porte. Et je pense que c'est pas évident, effectivement, je dirais comme situation, mais les femmes ont très souvent attendu des promotions, les femmes ont très souvent laissé la place. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas laisser la place, c'est
avoir une juste place. Avoir une juste place, c'est-à-dire en fait comprendre que c'est aussi dans l'intérêt de l'homme que les femmes puissent être plus présentes dans les boards. Moi, je considère, et aujourd'hui, je dirais des conclusions, les premières conclusions, parce que bon, on peut pas dire que ce sont des conclusions. Bon, elles ont 10 ans de travaux qui sont réalisés, notamment dans les CA, montrent que la présence des femmes a enrichi le CA. Pour les boards, c'est la même chose. Je pense que la présence des femmes est une richesse supplémentaire. Et je crois que la situation économique de notre pays aujourd'hui demande qu'on ait peut-être cette richesse supplémentaire pour éviter, disons, le chaos total. Marie-Jo Zimmermann, merci d'avoir été parmi nous dans ce Mais je vous en podcast prie, merci à et vous. d'avoir partagé votre belle sagesse. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbafrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.